Bienvenue dans la motivation durable en 10 étapes. Premièrement, pourquoi donc appeler ça durable, motivation durable? Tout simplement que moi, à travers mon histoire, j'ai eu besoin de grande motivation. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup inspiré à savoir comment ça fonctionne, ça, la motivation. C'est quoi qui me motive, moi, personnellement? Et à 40 ans, je suis retourné à l'école et à 43 ans, j'ai procédé à un grand changement de carrière. Et je peux vous dire que coach de vie, c'est peut-être pas le changement de carrière le plus évident à procéder. Donc, j'ai eu besoin de comprendre qu'est-ce qui me motivait, dans quoi je pouvais aller puiser pour avoir cette énergie-là, cette compréhension-là pour aller plus loin. Donc, les 10 étapes, c'est ma création qui souvent me sont arrivées parce que c'est ce que je sentais à l'intérieur de moi sous forme d'intuition, peu importe. Et donc, aujourd'hui, je vous résume les 10 étapes qui sont dans la motivation durable. Donc, la première étape, c'est d'avoir un rêve, des projets, des objectifs, parce que souvent, c'est pas suffisamment bien déterminé. De nombreuses personnes connaissent pas leurs rêves. C'est un peu comme avoir un GPS, souhaiter une superbe destination, mais jamais la rentrer dans le GPS. Le GPS peut pas procéder, même s'il y a plein d'énergie puis qu'il est bien branché. Il sait pas qu'est-ce que tu veux qu'il calcule. Donc, tu dois savoir effectivement où est-ce que tu es présentement pour que ça aille bien dans le GPS, mais aussi le point où est-ce que tu voudrais aller. Et à partir de là, quand tu payes sur Enter, ça fait calcul en cours, puis à un moment donné, il peut te suggérer différents itinéraires et à toi de choisir lequel tu préfères dans ça. Donc, c'est réellement important. Ensuite de ça, tout le cocktail d'hormones qui va changer aussi parce que tu vas focusser sur quelque chose qui t'intéresse réellement toi. Et en même temps, écoutez, il y a tellement de choses à voir. Qu'est-ce que ça fait dans le cerveau, les différents chemins neurologiques qui sont possibles de créer en vraiment déterminant réellement c'est quoi son rêve, c'est quoi ses projets, ses objectifs. Et c'est pas grave si en cours de route, il change. Ça, c'est pas grave. Au moins, tu t'es mis à avancer dans une certaine direction, tu es en mouvement, il se passe quelque chose. Donc, la deuxième étape, c'est être en accord. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que on a différentes parties de nous-mêmes, on a différents rôles qu'on joue dans la vie. Moi, exemple, oui, je suis un conférencier, je suis un coach de vie, mais je suis aussi un père de famille, je suis aussi un amoureux, je suis un bûcheron à temps partiel, je suis un grand sportif, je suis un propriétaire de gym, je fais plein de choses en même temps. Donc, si ces rôles-là ne sont pas en accord, là, c'est forçant dans le système. Il y a toujours des conflits et c'est suffisamment puissant pour me tirer vers le fond. Donc, je dois faire l'accord avec ça. Et quand on est dans la motivation durable, j'explique plus en profondeur le CA, le conseil d'administration. Donc, c'est quoi? C'est de réunir tous ces rôles-là, comme dans une entreprise ou un OSBL, pour vraiment discuter ensemble de qu'est-ce qui est réellement possible, de trouver une proposition dans laquelle tous les membres du CA vont pouvoir voter et s'entendre sur la direction à venir. La troisième étape, c'est s'engager. C'est bien entendu que si tu as un beau grand projet qui fait ton accord à l'intérieur de toi, puis tout va bien, mais que tu t'y engages pas, ça ira pas très loin. Si tu désires te remettre vraiment top shape, là, vraiment en super forme physique, et que tu t'entraînes une fois par 2 semaines, ça le fera pas. Ça le fera pas. T'es pas suffisamment engagé dans ça, donc tu n'auras pas les résultats qui sont souhaités. Et encore plus que ça, tu vas avoir des états négatifs qui vont t'arriver par rapport à ça parce que tu sais ce que tu veux, mais tu le mets pas réellement en place. Bien entendu, tout ça, ça découle tout de suite à l'étape numéro 4 qui est faire de la place. Parce que si, comme tu viens de le dire, tu décides de te remettre en forme, mais que dans ton horaire, tu ne changes rien, c'est pas réellement possible. OK? Il va t'arriver des catastrophes avec tout ça. Comme moi, à un moment donné, je courais régulièrement des 5 km, 7-8 km. Ça allait bien mon affaire. Et là, il y a une année, j'ai décidé de faire un vrai marathon, 42,2 km. Mais j'ai pas suffisamment ajusté mon horaire en fonction de ça. Donc oui, j'ai couru beaucoup plus, mais pas suffisamment selon le plan établi par mon coach. Ce qui est arrivé, j'ai fait le marathon, je l'ai terminé. Parce que je suis vraiment très déterminé, mais à ce jour, j'ai encore des blessures dues à ça, 4 ans plus tard. Donc, ça peut des fois finir mal. Quand j'ai fait mon changement de carrière, je pouvais pas, dans mon horaire, retourner à l'école, être un directeur des ventes, être pompier et tout ça. Et j'ai décidé, pour faire de la place, de quitter ma carrière de pompier à temps partiel, même si c'est quelque chose que j'adorais réellement beaucoup. Ensuite de ça, l'étape numéro 5, surveiller le disque dur.
Nous avons 60 à 65 000 pensées par jour. C'est énorme, évidemment. On n'est pas conscient de toutes ces pensées-là. On viendrait complètement cinglé. Mais à quoi sont attribuées ces pensées-là? À quoi je pense réellement? Parce que 95% de nos pensées sont toujours les mêmes d'une journée à l'autre. C'est immense, ça. Donc, si je ne sais pas mes pensées vers quoi elles sont tournées, ben je vais être complètement dépendant de cette programmation-là. Donc, dans la 5e étape, l'idée, c'est d'aller voir, d'aller entendre, c'est quoi ces pensées-là que je ne suis pas toujours conscient, mais que je me répète constamment à moi-même. Donc, ça, c'est une étape qui est cruciale. Donc, je vous montre comment aller vérifier ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller là, pour aller chercher de la puissance dans ces pensées souvent inconscientes-là, pour les ramener dans l'inconscient et faire des choix qui nous concernent, qu'on veut vraiment aller. La 6e étape, ben, c'est se responsabiliser. Bien sûr. OK? Donc, est-ce qu'on est responsable de nos bonheurs? Souvent, la réponse est oui. Okay? En fait, quand je suis en conférence, 100% des gens vont lever la main et dire « Oui, je suis responsable de mon bonheur. » Et quand je pose la question « Est-ce que tu es responsable de tes malheurs? » Là, il y a des mains qui lèvent, il y a des mains qui ne savent pas trop, puis il y a une couple de mains que non. Donc, évidemment, on n'est pas responsable de certains faits qui arrivent. Si, par exemple, il y a un astéroïde qui tombe sur la planète, je ne suis pas responsable de l'astéroïde comme tel, mais ma réaction face à ce qui vient d'arriver, ça va m'appartenir. Donc, c'est ce genre de truc-là qu'on peut vérifier à savoir, est-ce que je suis responsable ou non de qu'est-ce qui m'arrive dans mes propres sensations, mes propres émotions à moi. Ce qui nous conduit à la 7e étape, qui est savoir s'entourer. Nous sommes la somme des 5 à 10 personnes que nous fréquentons le plus souvent. Oh! Pourquoi 5 à 10? Ben, ça dépend des études, mais toutes les études pointent entre 5 et 10, donc on ne se trompe pas. Donc, une des choses qui peut être intéressante, c'est de dire, ben, je vais faire l'inventaire des gens que je fréquente le plus souvent. On le sait un peu comme ça, mais est-ce qu'on s'y attarde? Est-ce que ces gens-là obtiennent suffisamment d'attention de ma part ou pas suffisamment? Est-ce que j'ai les gens que je veux avoir? Donc, si tu veux, je parlais de sport tantôt, si tu veux devenir sportif, ben tiens-toi avec des sportifs. Ils vont, veut pas mettre sa couleur en dedans de toi, ils vont toujours te parler de ce qu'ils font comme sport, tout ça, puis à un moment donné, ça va te brainwasher comme il faut, et tu vas te mettre à faire ça. La même chose, si tu veux devenir quelqu'un de très riche, tiens-toi avec des gens riches. Ils vont pas te donner de l'argent, pas nécessairement, mais tu vas apprendre sur comment ils pensent, comment ils agissent. C'est qu'est-ce qu'ils font pas. Et ça, ça va t'inspirer, et veut pas, tu vas te conduire vers ça. C'est vrai dans ces deux beaux exemples-là. Mais c'est aussi vrai dans des exemples un petit peu plus boiteux. Si tu te tiens avec des gens qui ont une grande tendance à se victimiser, probablement que tu vas finir par faire aussi la même chose. Donc, ce sont des principes qui sont connus, c'est une programmation de base qui est reliée même à la survie de l'espèce humaine. Donc, c'est profond. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de vraiment s'y attarder, mais en belle profondeur. Donc, 8e étape, accepter la règle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans toute histoire, dans toute grande histoire de succès, il y a toujours un bout où c'était un petit peu plus tough. Okay? Imaginez-vous la plus belle histoire d'amour qu'on est capable de s'imaginer. Forcément qu'il y aurait au moins un chapitre que ça serait difficile. On ne peut pas concevoir, mettons, une vie de couple de 50 ans de bonheur avec des enfants puis plein de réalisations parfaites sans dire qu'à un moment donné, il y a eu un bout où c'était plus difficile. Si vous êtes tenté de penser l'inverse, vous êtes peut-être un peu naïf ou vous vous racontez des histoires. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Donc, je préfère le prévoir. En entreprise, souvent, on va prévoir, OK, cette année, on prévoit de la croissance. Si on est plus grand, on va engager telle personne, puis on prévoit la grandeur. Mais quand ça va bien, quand ça va vraiment bien en entreprise, est-ce qu'on prévoit la prochaine fois ou est-ce que peut-être que ça pourrait être un petit peu difficile? Qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois s'il y a une décroissance, s'il y a une récession, s'il y a ci, il y a ça? C'est pas de focusser sur le négatif. Non, bien entendu. OK, c'est pas ça. Pas en tout. Mais c'est de dire, oui, il faut être réaliste.
OK? Les histoires de licorne puis de lunettes roses, tout ça, c'est correct un bout si t'en as besoin, mais à long terme, c'est sûr que ça te servira pas. Donc, moi, j'aime ça, ben, comme dans l'étape 1, prévoir mes rêves, prévoir tout ce qui pourrait être formidable, mais en même temps aussi garder une teinte de réaliste pour être vraiment bien là-dedans. Et j'ai des anecdotes savoureuses à vous raconter là-dessus. Donc, ensuite de ça, après avoir accepté la ride, ben, c'est déployer ses ailes. On est tous conçus à l'intérieur pour briller. On a tous une grandeur incroyable à l'intérieur de nous, mais ce qu'on a surtout appris, ben, c'est à se faire un petit peu plus petit. Okay? Au Québec, ben, on a cette belle expression-là, « es-tu né pour un petit pain ». J'ai d'ailleurs même une conférence de montée là-dessus. « Es-tu né pour un petit pain ». Est-ce que tu te contentes de la médiocrité? Ou est-ce qu'à l'inverse, tu veux apprendre qui tu es sur tes capacités pour aller plus loin, pour te découvrir, aider des autres personnes, peu importe, mais si tu déploies tes ailes, on entend souvent l'expression aussi, vivre conformément à qui je suis, dans la plus belle version de moi-même. C'est ça que je cherchais, dans ma plus belle version de moi-même. Qu'est-ce qui est là? OK? Ben c'est ça, déployer ses ailes, et je vais vous guider vraiment à travers ça. Dans la 10e étape, contribuer. Au début, les humains, on en a beaucoup pour notre propre sécurité. C'est normal, on est programmé comme ça pour survivre. Mais quand on va au-delà de ça, qu'on apprend que la sécurité c'est une chose, mais se sentir en sécurité c'est une autre chose, quand on a appris à déployer ses ailes, à marcher dans notre propre trail qu'on a réellement besoin, bien, à partir de là, c'est plus juste à propos de je, moi, et c'est pas non plus à propos des autres tout le temps. Servir les autres, c'est dans un grand nous. Donc, c'est pour ça qu'on voit beaucoup des gens qui réussissent à des très hauts niveaux, qui, à un moment donné, bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne prennent pas leur retraite, qu'ils s'assoient chez eux, puis qu'ils commencent à écouter Netflix à longueur de journée. C'est pas ce qui les attire. Ce qui les attire, c'est contribuer. Ces gens-là vont partir des fondations, ils vont être actifs dans ces fondations-là, ils veulent laisser leur trace, marquer les gens pour que, globalement, le grand nous s'emporte encore mieux. Donc, c'est une étape cruciale, et si vous regardez tous les plus grands sages de la planète, c'est vers ça qu'ils tendent réellement. Donc, la motivation durable, c'est ça. C'est un processus logique dans lequel on veut amener de la conscience. On veut amener de la connaissance de soi. Donc, moi, je ne vous dis pas tout quoi faire. Non, moi, j'aime mieux vous sous-tendre des exemples, vous poser des questions, OK, pour que vous réfléchissiez et que vous trouviez votre propre motivation durable. Qu'est-ce que, à l'intérieur de toi, tu as besoin de connaître? Parce qu'il y a certaines journées, c'est plus difficile. Claude, tu veux remonter de là le plus rapidement possible. C'est très humain de mettre le genou à terre, mais le deuxième fait mal, puis tu veux surtout pas rester au plancher. Donc, de la connaître, ta motivation durable, à toi, ta propre recette, comment est-ce que toi tu fonctionnes, un coup que ça s'est trouvé, ça devient même une transformation qui devient durable et vraiment exceptionnelle de vivre selon ces paramètres-là. Donc, je te souhaite de trouver ta motivation durable et de vivre en fonction de celle-ci. Donc, on se revoit probablement très bientôt. Au revoir.